Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai très attendu, celui de la Hyundai Ioniq 5 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Dévoilé en 2019 au salon de Francfort, le concept 45 EV préfigurait ce qu'est aujourd'hui cette Hyundai Ioniq 5 avec ses lignes pour le moins originales, lignes qui ont fait le succès du concept 45 EV au salon de Francfort il y a 2 ans donc et qui sont donc conservées sur la voiture de série. Alors cette Hyundai Ioniq 5, c'est la cousine de la Kia EV6 qu'on a essayé il y a quelques semaines sur Charging Station. Elle partage l'essentiel de la partie technique, leur plateforme eGMP également du groupe Hyundai. Alors cette voiture, elle a un style complètement différent de celui de la Kia EV6 et c'est tant mieux et c'est bien vu d'ailleurs au sein du groupe Hyundai qui propose là 2 voitures qui sont complémentaires au sein du groupe, complémentaires et pas concurrentes. Alors cette voiture, elle a une sacrée ligne, mais que vaut-elle sur la route? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine, toutes les réponses dans cet essai. Avant de démarrer, comme chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, ce sera déjà le dernier essai de 2021, l'essai très attendu de la Tesla Model Y. Vous saurez tout avec ce grand essai d'une semaine. Ensuite, on démarrera 2022 sur les chapeaux de roue, je peux déjà vous le dire, avec pas mal d'essais programmés. Je vous en reparle tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous explique également comment, au-delà de vous abonner, vous allez pouvoir rejoindre, devenir membre de Charging Station pour un tout petit montant mensuel, bénéficier d'une foule d'avantages. On en parle donc tout à l'heure. Extérieurement, quand on la regarde cette voiture, c'est vrai que c'est un peu compliqué de la mettre dans une case tant elle est à la croisée des chemins d'un point de vue stylistique. Elle est rehaussée, un peu comme un crossover, ça reste une berline 5 portes. Donc elle est vraiment, voilà, elle a une vraie personnalité, elle a un style assez unique et en tout cas elle a de la prestance quand vous vous trouvez à côté d'elle. Franchement, elle est visuellement bien plus présente que quand vous la voyez en photo. Au niveau de ses dimensions, cette voiture, elle mesure 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,65 m de haut. Et puis surtout un empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues arrière et les roues avant qui est 10 cm plus grand que sur sa cousine la Kia EV6, c'est-à-dire ici 3 mètres contre 2,90 m donc pour la Kia EV6 et ça c'est tout bon pour l'espace à bord évidemment. Personnellement j'adore les phares, les feux pixels qui lui donnent un chouette air néo-rétro, une vraie personnalité, franchement je trouve ça vraiment très réussi. Bien vu également les poignées affleurantes, flush handles comme on dit chez Hyundai, qui sur cette finition haut de gamme Balance en Belgique se déploie lorsque vous vous approchez, c'est extrêmement pratique et Elon Musk, c'est ça qu'il fallait faire sur la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y. Notez également le toit solaire dont cette voiture d'essai est équipée en option, qui peut donc capter l'énergie du soleil pour recharger un peu la batterie. Ne vous attendez pas à recharger complètement la batterie en une journée au soleil, évidemment, mais c'est toujours ça de récupérer. Ça permet selon Hyundai à peu près 2000 km par an, voilà, sur l'énergie solaire captée par le toit. C'est toujours ça de prix. Notez cette couleur de la voiture d'essai qui est le Cyber Grey, qui lui va plutôt bien d'ailleurs. Et vous, que pensez-vous du style extérieur qui fait beaucoup parler, hein, les avis sont assez tranchés. Le style extérieur de cette Hyundai Ioniq 5, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, la Hyundai Ioniq 5 est proposée en 2 et 4 roues motrices avec des puissances de respectivement 170 chevaux pour la version à 2 roues motrices avec la petite batterie, 218 chevaux pour la version toujours en 2 roues motrices mais avec la grosse batterie et puis 305 chevaux pour la version à 4 roues motrices d'office avec la plus grosse batterie. Le couple proposé, il est de 350 Nm sur les versions à 2 roues motrices, ce qui est déjà pas mal, mais il monte à 605 Nm sur la version à 4 roues motrices. Ça pousse fort. Alors cette voiture d'essai, c'est une voiture 2 roues motrices avec la grosse batterie, donc 218 chevaux, délivrée par un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière. Cette voiture est donc, quand elle n'est pas une 4 roues motrices, une propulsion. Le 0 à 100 est abattu en 7,4 secondes.
Pour recharger la batterie de cette Hyundai Ioniq 5, ça se passe à l'arrière, vous le voyez du côté droit, avec sous la trappe de recharge, motorisé s'il vous plaît, ça fait très premium, eh bien un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Puissance du chargeur embarqué 11 kW qui va permettre donc de recharger cette voiture en un petit peu plus de 6 heures, donc le temps d'une journée de travail ou d'une nuit de sommeil. Recharge possible également sur le courant continu via le connecteur Combo CCS, c'est-à-dire l'ensemble des deux connecteurs. Connecteur Combo CCS pour la recharge sur le courant continu, et là cette voiture profite pleinement de sa batterie 800 volts, là où les autres proposent une architecture 400 volts. Ici 800 volts comme sur la Kia EV6 et des puissances de recharge qui sont donc énormes par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence. Alors la concurrence hors Tesla plafonne souvent à 150 kW quand tout va bien. Ici on est à 225 kW, ce qui veut dire que pour récupérer 70% de capacité de batterie, pour passer de 10 à 80%, eh bien on ne va pas mettre 40 minutes ou 30 minutes, mais simplement 18 minutes. Alors si vous êtes amené régulièrement à effectuer de longs trajets en une journée, des trajets qui dépassent l'autonomie totale de la batterie, eh bien vous allez être content au volant de cette voiture, au volant de sa cousine, la Kia EV6 aussi, parce que là, elles font vraiment la différence en termes de vitesse de recharge. Si vous roulez rarement en une journée l'autonomie totale de cette voiture sur une seule charge, bon, vous ne verrez pas la différence. Mais donc sur des trajets pour partir en vacances par exemple, etc., ça va clairement réduire le temps que vous allez passer à recharger, et ça c'est plutôt pas mal. Alors cette voiture, elle recharge très vite, mais cette prise de recharge, eh bien, elle permet autre chose. Elle permet d'alimenter un élément extérieur, un appareil électrique ou voire même une autre voiture jusqu'à 3,6 kW de puissance. C'est la technologie V2L, Vehicle to Load, qui va permettre donc d'alimenter un élément extérieur, un élément électrique extérieur via un adaptateur que vous venez mettre dans la prise ici. Alors cet adaptateur vous permettra d'avoir accès à une prise extérieure, une prise intérieure 220 volts est également disponible grâce à cette technologie V2L qui est pas utile tous les jours, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Toujours concernant la recharge, Eddy Electric by D'Ieteren, partenaire de Charging Station, propose, vous le savez, en Belgique, un écosystème complet autour des solutions de recharge, autour de la recharge des voitures électriques et électrifiées, donc hybrides rechargeables. Alors dans cet écosystème, eh bien, il y a les bornes de recharge, connectées ou non. L'avantage d'une borne connectée, c'est que vous pouvez monitorer la recharge à distance, entre autres. Et puis, deuxième élément, eh bien, la carte de recharge, comme celle que j'ai en main, la carte de recharge Eddy Electric by D'Ieteren, qui est gratuite. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de frais d'activation. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Autant de bonnes raisons de l'avoir dans la boîte à gants en permanence. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va pouvoir vous permettre de démarrer et arrêter chaque session de recharge sur votre borne si vous optez pour une borne connectée, et donc sécuriser l'accès à votre borne. Et puis également, elle vous permettra d'avoir accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe, y compris les réseaux de recharge ultra rapide Ionity et Fastned pour ne citer que. Et donc autant l'avoir à portée de main en permanence dans la boîte à gants ou ailleurs dans la voiture, vous la mettrez où vous voulez. Comment faire pour vous la procurer? Eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description. La capacité de chargement à bord de cette Hyundai Ioniq 5, elle est plutôt convaincante avec 527 litres de volume de chargement, banquette arrière en place. Banquette arrière fractionnable 60-40, et quand vous la rabattez complètement, eh bien vous avez droit à 1591 litres. Alors il y a un petit sous-coffre qui est disponible, petit sous-coffre qui va vous permettre de disposer à gauche et à droite des petits objets qui autrement pourraient se promener dans le coffre, ce qui n'est jamais souhaitable. Alors si vous souhaitez davantage de capacité de chargement, c'est possible, ça se passe à l'avant, suivez-moi. Et oui, cette Hyundai Ioniq 5, elle dispose d'un frunk, d'un coffre avant, un coffre avant d'une capacité de 57 litres sur les versions à 2 roues motrices, d'une capacité de 24 litres sur les versions à 4 roues motrices. On est en présence ici d'une version à 2 roues motrices. On a donc droit aux 57 litres avec un petit couvercle de protection, et franchement, pour installer les câbles de recharge notamment, c'est plutôt pratique. Avant de m'installer au volant de cette Hyundai Ioniq 5, avant de vous faire découvrir son tableau de bord, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Sans surprise, il y a de la place grâce à l'empattement généreux de 3 mètres sur cette voiture, je vous le rappelle. Donc la distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est 10 cm de plus que sa cousine, je vous le rappelle là aussi, la Kia EV6 qui propose 2,90 m, et c'est 30 cm de plus que la concurrence qui tourne autour de 2,70 m. Alors le siège avant est réglé comme pour moi, vous le voyez,
c'est large, il y a de la marge au niveau distance entre mes genoux et le siège avant. Donc 1,90 m devant et derrière, ça passe. Et c'est pas sur toutes les voitures que ça passe. Donc je peux vous dire qu'ici, on a particulièrement de la place dans un format de voiture qui reste relativement compact. Donc 1,90 m devant derrière, ça passe, il y a de la place. Alors le seul petit bémol là, c'est peut-être au niveau de la place en dessous du siège. Comme je suis assez grand, le siège avant il est réglé comme pour moi et donc plutôt bas. Et ici en dessous du siège, j'arrive pas à vraiment glisser de manière confortable mes pieds. Mais pour le reste, bon, il y a de la place pour les déposer avant le siège, derrière le siège. Donc c'est pas vraiment très grave. Donc ça c'est pour le petit bémol. Au niveau de l'équipement, on va retrouver des petits filets au dossier, sur les dossiers des sièges avant. On va retrouver évidemment des vitres électriques. On va retrouver des prises USB, 2 prises USB, donc une par place principale à l'arrière, 2 prises USB-A, alors pourquoi pas des USB-C, je ne sais pas. Et puis toujours au niveau de l'équipement, le traditionnel accoudoir central avec les 2 porte-gobelets. Voilà, on est franchement bien installé dans cette voiture à l'arrière, c'est plutôt une bonne surprise et je le rappelle, surtout compte tenu du gabarit de la voiture, ça reste une voiture qui n'est pas gigantesque et pourtant on profite pleinement en fait de cette architecture et de cette plateforme EGMP qui permet en fait de redistribuer l'espace à l'intérieur et d'en mettre là où on en a besoin, c'est-à-dire notamment ici dans l'habitacle et au niveau des places arrière. L'intérieur de cette Ioniq 5, il est très cohérent par rapport à l'extérieur avec un dessin qui est en même temps moderne et puis en même temps, je ne sais pas pourquoi, qui me fait penser aux années 80. C'est un peu la même impression qu'à bord de la Honda i, une impression donc très positive qui plonge dans un univers. On se sent d'emblée très bien dans cette voiture. Elle donne le sourire en fait quand on s'installe à son volant sans même avoir démarré. Alors parmi les éléments les plus remarquables, on notera cette disposition des 2 écrans, instruments et infodivertissement qui fait très interface MBUX de Mercedes, c'est une belle référence. La console entre les 2 sièges qui peut coulisser, mais pas sur toutes les versions, et donc se montrer plus ou moins présente à l'avant. Et puis les matériaux utilisés qui, moi, me séduisent davantage que ceux qu'on va retrouver dans sa cousine de chez Kia, par exemple, la Kia EV6. J'aime bien notamment ce centre de volant ici, vous voyez, avec cet aspect un petit peu tissé. Également ce qu'on va retrouver sur les portières, ce qu'on va retrouver ici à l'avant, je trouve ça assez convaincant. Il y a un petit côté néo-rétro qui est pas désagréable, qui est même franchement agréable à bord de cette voiture, en plus des phares pixels à l'extérieur. Donc il y a quelque chose quand même d'assez cohérent d'un point de vue stylistique et de très accrocheur finalement. Enfin en tout cas moi j'ai été vraiment très séduit. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent de décrire l'entièreté du tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur avec en partie haute la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire sur l'accoudoir vitres et rétroviseur électrique ainsi que les 2 mémoires du siège conducteur électrique. Et puis en partie basse, notez le cerclage bleu des enceintes de portière du système Bose à 8 haut-parleurs qui n'est pas vraiment en harmonie avec le reste de l'intérieur. Il y a ça sur les 4 portières, donc les 2 avant et les 2 arrière. C'est un petit peu dommage. À gauche du volant, sur le tableau de bord, le réglage de l'assiette des phares, la désactivation du contrôle de traction, la commande du haillon électrique, la fonction Auto Hold qui reste en mémoire d'un trajet à l'autre, ce qui est bien vu, ce qui n'est pas le cas de toutes les fonctions malheureusement dans cette voiture, on verra ça tout à l'heure. Et puis le frein à main électrique. Sur le volant, à gauche, la commande vocale, la commande du système audio, la commande du téléphone également et la touche étoile qui est paramétrable. Ici, à gauche, en bas, on retrouve le bouton Drive Mode, comme sur une certaine Cupra Formentor. Bouton Drive Mode qui donne accès à 3 modes de conduite de manière directe. Eco, Normal, Sport. Eco pour un petit peu réduire les performances et maximiser l'autonomie. Normal, c'est le mode par défaut, le mode du quotidien. Et puis Sport, ce sera évidemment toute la puissance qui sera disponible au détriment évidemment de l'autonomie. Un 4e mode est disponible. Si vous laissez ce bouton appuyé, le bouton Drive Mode, eh bien vous avez accès au mode Snow, c'est-à-dire le mode neige, voilà, qui est bien utile en période hivernale. Alors à droite sur le volant, on a le régulateur de vitesse adaptatif, on a le pilotage également de la partie centrale de l'écran instrument et puis des palettes ensuite qui vont permettre de moduler la récupération d'énergie. 5 modes sont disponibles, on les détaillera sur la route. Au niveau des commodos gauche et droite, c'est classique et puis on a un deuxième à droite ici en partie inférieure, c'est le sélecteur de vitesse. Derrière le volant, un écran instrument de 12,3 pouces dont la partie centrale est donc personnalisable. Alors on va pas le refaire, hein,
c'est à chaque fois la même chose, c'est du classique. Voilà, on navigue de manière horizontale et on navigue de manière verticale également, une fois qu'on est dans un menu qui le permet. Celui-ci par exemple, voilà, on peut naviguer de manière verticale. Donc voilà, navigation horizontale, verticale, c'est du classique au sein du groupe Hyundai. L'affichage tête haute, ensuite, un vrai affichage tête haute, donc pas sur une lame de plexi, mais bien visuellement projeté devant la voiture. Il prend en charge la réalité augmentée pour les infos de navigation et les aides à la conduite. Deuxième écran, même taille, 12,3 pouces, c'est l'écran central d'infodivertissement. On y revient dans un instant. Sous l'écran, on va retrouver les aérateurs et les feux de détresse, puis le bouton de volume à gauche, des raccourcis vers la carte, la navigation, les médias, le bouton personnalisable, le tuner, les caméras et les capteurs de parking. Tiens, puisqu'on est justement à parler des caméras, eh bien, je vous propose une petite démonstration, puisque ici, eh bien, cet espace s'y prête bien. Si je pousse sur le bouton, voilà, on a accès à la caméra de recul du classique et la caméra 360 avec une belle taille, à défaut d'avoir une définition exemplaire. C'est un petit peu le problème chez Hyundai et chez Kia. Je trouve que la définition manque de finesse. C'est un petit peu dommage, ça pourrait être un petit peu plus précis. Alors on a également la vue 360 sur cette voiture. Si j'appuie sur ce bouton, voilà, eh bien, on voit la voiture dans son environnement et ça permet de bien savoir où elle est positionnée. Voilà qui est plutôt pratique. Alors, par rapport à ce qu'on avait chez Mercedes il y a peu de temps sur la EQS, c'est beaucoup moins précis, évidemment, c'est moins joli, mais ça reste un système qui est tout à fait exploitable. Et on compare des pommes et des poires. Évidemment, les voitures sont pas du tout dans la même gamme de prix. Mais donc ici, c'est bien de l'avoir parce que dans certaines circonstances, ça va permettre de bien visualiser là où la voiture se trouve dans son environnement quand il y a risque de collision, par exemple. Donc voilà, caméra de recul, caméra 360. Si on revient voilà sur les caméras classiques, caméra de recul, caméra 360, et on peut avoir soit une vue comme celle-ci, soit la vue caméra gauche-droite qui est sympa également, donc les caméras latérales, soit une vue juste de l'arrière pour avoir un petit peu plus de précision au niveau de la partie arrière. Voilà, franchement, c'est bien fait, c'est sympa, c'est agréable et c'est disponible donc sur cette Hyundai Ioniq 5. Ensuite, on a le bouton de démarrage, ici sur la partie noire, bouton de démarrage à gauche du panneau donc de commande du chauffage et de la climatisation qui donc est bisone. Au pied du tableau de bord, un vide-poche ainsi qu'une prise USB-A et une prise 12 volts de type allume-cigare. C'est sur cette prise USB que vous allez pouvoir raccorder votre téléphone qui donc fonctionnera avec Apple CarPlay ou Android Auto, malheureusement donc pas sans fil. Et puis enfin la console centrale coulissante avec deux porte-gobelets tout d'abord, deux prises USB-A ensuite, la zone de recharge par induction, un grand vide-poche et puis l'accoudoir central qui en contient encore un petit vide-poche, voilà qui est plutôt pratique et assez sympa. Notez que dans cette voiture, on est évidemment bien installé. Quand on est à l'arrêt, on peut également utiliser la fonction relax des sièges qui est disponible en option sur certaines finitions. Fonction relax qui permet réellement d'avoir une position de détente et quand on est arrêté à un superchargeur par exemple, eh bien voilà qui est extrêmement utile. Quelques mots avant de démarrer à propos du système d'infodivertissement et moi j'aime bien cet écran par défaut qui est un peu un tableau comme ça qui regroupe certaines fonctions sans en avoir l'air. On a un petit bout ici de la navigation avec l'endroit où on se trouve, on a des infos concernant la batterie et l'autonomie, on a l'heure ici, on a voilà le profil utilisateur utilisé et puis on a la radio qui est à l'écoute, ici en étant DAB+, radio contact, on a la température extérieure et un petit bout de météo. Donc on a vraiment un petit aperçu de ce qui se passe, de l'environnement de la voiture, sur cet écran par défaut qui est assez reposant, assez zen. Moi, je le trouve vraiment sympa. Alors, on peut naviguer évidemment sur des menus plus classiques, menu EV, carte, navigation, téléphone, on ne va pas les détailler. BlueLink a signalé que cette voiture donc est disponible avec une interface, une application qui permet donc de commander pas mal de fonctions de la voiture, notamment les sessions de recharge, le fait de préchauffer la voiture, etc. à distance. Donc, tout ça est disponible. L'application BlueLink qui est vraiment bien faite. Donc pour le reste, on a accès au menu de chauffage, ventilation, climatisation, c'est du classique, les paramètres de la voiture, etc., etc., etc. Donc vous le voyez, navigation très simple, menu très bien fait. Et puis moi je vous le disais, cet écran par défaut que je trouve vraiment sympa et qui quelque part vient ajouter encore un petit côté cosy finalement dans cet intérieur, l'intérieur de cette Hyundai Ioniq 5.
Pression sur le bouton Start-Stop, le sélecteur de vitesse sur D et la Ioniq 5 s'élance en silence et de manière dynamique, même avec cette motorisation qui n'est pas la motorisation de 305 chevaux mais bien 218 chevaux. On a quand même 350 Nm de couple, donc ça reste dynamique même pour une voiture lourde comme cette voiture ici ou comme toutes les voitures électriques d'ailleurs. Donc d'emblée on est séduit par le silence, le dynamisme évidemment, et puis la sensation d'être dans une voiture qui est à la fois assez imposante et puis à la fois assez maniable également. La sensation à l'intérieur est également très agréable, notamment par le fait qu'on peut reculer la console coulissante à fond, suivant les versions et les finitions, mais ici en tout cas il est possible de le faire. Et donc on a cette place libérée au pied, pied du conducteur, pied du passager, il n'y a rien entre les deux, et donc c'est vraiment très agréable. On a la sensation d'être dans une voiture qui offre un niveau de confort supérieur à ce qu'on peut retrouver habituellement. Donc jusque là, franchement, je le disais, quand on s'installe à bord, elle donne le sourire. Et bien dès les premiers tours de roue, le sourire se confirme. Le confort, ça passe évidemment par les sièges qui, sur cette finition Balance, la finition haut de gamme en Belgique, eh bien, sont ventilés et chauffants. En plus de ça, on a la fameuse fonction relax dont je vous parlais tout à l'heure à utiliser quand vous êtes à l'arrêt à un superchargeur par exemple. Le maintien latéral est excellent. Et puis on a également une aide à l'entrée et à la sortie. Quand vous coupez le contact, le siège recule un petit peu. Vous pouvez d'ailleurs désactiver cette fonction si vous n'aimez pas. Et vous pouvez régler la distance de recul, plus ou moins importante selon ce qui vous convient. Donc on a le siège qui recule, vous pouvez sortir de la voiture et quand vous rentrez dans la voiture, c'est facilité par le fait que le siège a reculé et donc après il reprend sa position normale, celle que vous aurez réglée via les mémoires qui se trouvent ici sur la portière, position de conduite. Donc vraiment grand confort à bord de cette voiture grâce à ces sièges multifonctions qui vraiment sont un régal et notamment je le sens encore ici, le maintien latéral il est vraiment très bon. En matière d'aide à la conduite, dans cette voiture, vous pouvez évidemment tout avoir ou presque selon les finitions. Je voudrais m'attarder sur 3 points en particulier avec une gommette verte et 2 gommettes rouges. La gommette verte, c'est la caméra d'angle mort. Caméra d'angle mort, ça c'est génial, c'est comme sur la Kia EV6. Alors vous êtes en train de conduire, quelqu'un se présente dans l'angle mort, vous mettez le clignotant, la voiture vous prévient qu'il y a quelqu'un dans l'angle mort. Alors bien sûr avec les petits visuels qu'il y a dans les rétroviseurs, les petits points lumineux dans les rétroviseurs, mais également en vous affichant le côté correspondant. Donc si vous avez mis le clignotant à gauche, c'est la caméra de gauche, si vous avez le clignotant à droite, c'est la caméra de droite, et en vous affichant donc ce qui se passe dans votre angle mort avec la vue caméra dans l'écran instrument. Et ça c'est vraiment très efficace. Rapidement on peut plus s'en passer. En termes de sécurité, c'est vraiment un très gros plus. Et puis 2 gommettes vertes avec 2 gommettes rouges pardon, avec une chose qui fonctionne moyennement bien, en tout cas qui est inutile selon moi, et puis une autre qui fonctionne moyennement bien. La chose qui est inutile, c'est le Highway Driving Assist qui est présent sur cette version. C'est quoi le Highway Driving Assist? Ça veut dire que vous êtes sur l'autoroute, vous mettez le clignotant et la voiture va elle-même dépasser, en tout cas changer de bande. Voilà, c'est pas très utile parce que vous devez garder les mains sur le volant, vous devez vous-même actionner le clignotant, vous devez donner un peu l'impulsion sur le volant, elle le fait très lentement, une fois sur deux ça se déconnecte parce que vous avez activé vous avez donné une impulsion un peu trop forte sur le volant. Voilà, c'est pas très utile. Quand on pourra tout faire avec les mains sur les cuisses, ok, et que la voiture fera tout toute seule, là c'est loin d'être le cas, donc ça ne sert pas à grand chose. La deuxième chose, gommette rouge, là c'est plutôt une fonction qui ne fonctionne pas terriblement bien, c'est l'assistant de maintien au centre de la voie. Donc il y a l'assistant de franchissement, l'avertisseur de franchissement de ligne, donc ça fonctionne bien. Il y a d'ailleurs un rappel visuel dans l'affichage tête haute que vous vous approchez de la ligne médiane ou de la ligne de droite, donc ça fonctionne bien. Par contre effectivement le maintien au centre de la voie, lui, il n'est pas terrible. La voiture applique constamment des micro-corrections de volant qui sont très pénibles quand vous avez les mains sur le volant. Donc j'ai connu des systèmes qui étaient plus fluides en termes d'utilisation. Donc voilà, un système un peu inutile, le Highway Driving Assist. Un autre qui fonctionne un peu moins bien, c'est l'assistant de maintien au centre de la voie. Et puis un système génial, c'est la gommette verte. Ce sont les caméras d'angle mort concernant les aides à la conduite. Pour le reste, ça fonctionne évidemment très bien. Vous avez régulateur de vitesse adaptatif, etc. Tout ça fonctionne extrêmement bien et évidemment le capteur de choc avant, etc. Donc tout ça fonctionne bien et puis juste ces 3 petits points effectivement, cette gommette verte et ces 2 gommettes rouges. En termes d'agrément et de performance avec cette voiture, on est donc sur la motorisation intermédiaire, la puissance intermédiaire, 218 chevaux avec 2 roues motrices, les roues arrière. On est sur 2 tonnes aussi en termes de poids, 2 tonnes
c'est énorme. C'est ce qui se fait en ce moment, hein, en matière de voitures électriques. On est toujours aux alentours de 1 tonne 8 à 2 tonnes 2, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais voilà, on est dans la moyenne au niveau du poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 218 chevaux, c'est globalement ce qu'il faut pour vous procurer un comportement vif, sympathique, dynamique, joueur au quotidien, bref, agréable et très sympa. Un peu en dessous, c'est-à-dire le 170 chevaux, ça risque d'être un petit peu juste quand même, sauf si vous avez une conduite extrêmement placide, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème et vous trouverez votre bonheur. Évidemment, les 305 chevaux, ça doit être encore plus agréable. Mais 218, c'est vraiment déjà très très bien pour une utilisation au quotidien, compte tenu des 2 tonnes de la voiture, de son châssis qui est très efficace, le maintien des sièges qui est très très bon, ce qui fait que quand on a envie de se faire un petit peu plaisir, on peut se faire plaisir. Une voiture qui est donc dynamique mais pas sportive, c'est ce que je dis généralement, et ça s'applique aussi avec cette Ioniq 5. Au moment de prendre le volant de cette voiture, je sortais d'une Mercedes EQS. Autant vous dire que concernant la possibilité de juger du bruit, de l'absence de bruit dans cette voiture, c'est un petit peu compliqué parce que la Mercedes EQS était particulièrement silencieuse. D'où l'intérêt des essais Charging Station qui durent 1 semaine. Au bout d'1 semaine, j'ai oublié la Mercedes EQS et je peux vous dire que cette voiture, elle est globalement très silencieuse, évidemment, hein, voiture 100% électrique. On a juste des bruits de roulement qui sont un petit peu supérieurs par rapport à la moyenne. On sent davantage la route, ça, certains seront contents d'ailleurs de la prendre, d'autres peut-être un peu moins, mais donc on a une sensation plus directe avec la route, avec des bruits de roulement qui sont un peu supérieurs, et puis des bruits aérodynamiques. Alors c'est vraiment pour chipoter, mais c'est vrai qu'au niveau des rétroviseurs, on sent qu'il y a quelques remous au niveau des rétroviseurs, mais je vous dis, c'est vraiment pour chipoter. La voiture est globalement extrêmement silencieuse, évidemment. Par contre, il y a un point qui m'a très fort agacé cette semaine, c'est concernant les boucles de ceinture à l'arrière. Elles ont tendance à glisser du siège, entre le siège et la garniture de porte, et elles ont tendance à taper comme ça sur la garniture de porte. Donc pour peu que vous ne les placiez pas de manière adéquate et qu'elles ne soient pas bien calées, bien positionnées, eh bien elles ont tendance à glisser donc entre le siège et la garniture de porte et à venir taper dessus, ce qui est extrêmement désagréable. Donc là, petit bémol concernant ce point auquel il faudra faire attention au quotidien. Pour le reste, voiture silencieuse, voiture agréable. La capacité de traction de cette voiture, elle est plutôt élevée. 750 kg, ça c'est dans la moyenne, c'est pour une remorque non freinée. Par contre, une remorque freinée, alors que certains vont jusqu'à 1 tonne 2, 1 tonne 5, ici on va jusqu'à 1 tonne 6, 1600 kg, c'est pas mal. Je voudrais faire un petit point sur les équipements avec un élément plus positif et un autre plus négatif. L'élément positif, eh bien, c'est l'assistant de la qualité de l'air qui fait que grâce aux données du GPS, la voiture sait que vous allez rentrer dans un tunnel et en sortir ensuite. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est activer le recyclage de l'air intérieur et donc couper l'arrivée d'air extérieur dès que vous approchez d'un tunnel. Et elle vous affiche un petit message, recyclage intérieur activé pour préserver la qualité de l'air. Et dès que vous sortez du tunnel, eh bien, elle désactive le recyclage intérieur et vous retrouvez un fonctionnement normal de la ventilation de la voiture. Donc je trouve ça plutôt chouette en fait. Ça c'est pour le positif. Le négatif, c'est que j'ai tenté à un moment donné sur cette voiture d'activer l'essuie-glace arrière et il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. Sur une berline 5 portes avec un haillon, c'est à ma connaissance la seule qui ne propose pas d'essuie-glace à l'arrière et je trouve que c'est assez hallucinant parce que assez rapidement la voiture évidemment avec les conditions hivernales de cet essai, alors là évidemment elle est toute propre, je viens de la laver, mais au bout d'une semaine je peux vous dire qu'elle était bien sale et sans essuie-glace à l'arrière on n'y voit strictement plus rien au bout de quelques jours. Donc c'est vraiment, voilà, c'est assez incompréhensible, coquetterie de designer, je ne sais pas, pourtant il y avait de la place en dessous du grand béquet pour évidemment cacher cet essuie-glace, mais donc pas d'essuie-glace à l'arrière sur cette voiture et c'est vraiment dommage. 11,9 mètres, c'est la valeur de diamètre de braquage proposée par cette voiture. Alors c'est bien plus élevé que ce qu'on peut retrouver sur la reine de la catégorie, en l'occurrence la Volkswagen ID.3 et c'est 10,2 mètres. Cette voiture qui donne l'impression de tourner sur elle-même. Ici, bien loin de ça évidemment. Cela dit, la voiture n'est pas non plus pénible à utiliser en ville, bien loin de là également. Concernant le freinage à bord de cette voiture, on a, comme sur toutes les voitures qui récupèrent l'énergie, je le dis à chaque fois, mais c'est chaque fois vrai, on a une attaque de course qui manque peut-être un petit peu de mordant. Il faut s'y faire, c'est comme ça. C'est ce fameux basculement entre la récupération d'énergie et le freinage par friction qui doit se faire à un moment donné. Cela dit, au niveau de la course de la pédale, de la progressivité du freinage, on a quelque chose ici de très constant, de très progressif et donc de très agréable au quotidien, ce qui n'est pas le cas sur toutes les voitures qui parfois ont des ressentis un peu différents suivant les modes de conduite, le fait que la batterie soit chargée ou pas. Ici non, on a un freinage qui est constant d'une utilisation à l'autre, ce qui facilite son utilisation.
Toujours concernant le freinage ou plus spécifiquement la récupération d'énergie à bord de cette voiture, je peux vous dire qu'ils se sont lâchés chez Hyundai avec pas moins de 6 modes de récupération d'énergie. Alors d'abord avec les palettes derrière le volant, vous pouvez aller du mode 0 au mode 1, au mode 2, au mode 3. Donc jusque là c'est du classique, vous allez plus ou moins récupérer l'énergie en fonction du mode utilisé et vous pouvez donc jouer avec les palettes derrière le volant pour le faire. Si vous allez un cran plus loin, eh bien vous activez le iPedal. Le iPedal c'est le mode conduite à une pédale qui fonctionne vraiment jusqu'à l'arrêt complet. Donc vous pouvez complètement vous passer de la pédale de frein, si ce n'est que ce mode ne reste pas actif d'un trajet à l'autre. Vous devez le rappeler à chaque fois parce que par défaut, eh bien la voiture démarre en mode 3. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis alors vous avez le mode automatique activable via le fait de tirer sur la palette de droite pendant une bonne seconde. Là le mode automatique, la voiture va s'adapter aux conditions de circulation et va plus ou moins récupérer l'énergie quand vous levez le pied de l'accélérateur, suivant que vous êtes sur une nationale ou que vous êtes derrière quelqu'un ou que vous approchez d'un obstacle de la circulation comme un carrefour, un rond-point, etc. Donc voilà, ça fait 6 modes de récupération d'énergie et l'avantage c'est que celui-là, le mode automatique, il reste actif d'un trajet à l'autre, vous ne devez pas le rappeler à chaque fois, ce qui est plutôt sympa. Donc il y a de quoi faire en matière de récupération d'énergie, tout en tout cas est fait pour que vous puissiez maximiser cette récupération d'énergie en fonction de vos habitudes, de vos envies et de votre style de conduite. Un mot concernant l'éclairage, cette version est équipée des phares Dual LED de Hyundai, la version de base devant se contenter des phares LED simples qui proposent évidemment un éclairage extrêmement convaincant. Ils ne sont pas adaptatifs ces phares Dual LED et vous pouvez par contre activer le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement en poussant le commodo de gauche vers le tableau de bord. Malheureusement, il faut le faire à chaque démarrage et ça c'est un petit peu dommage. Avant de m'arrêter dans quelques secondes pour vous parler consommation et autonomie réelle de cette voiture, un petit bilan par rapport à son utilisation à bord pendant une semaine. J'ai parcouru plus de 700 km, on verra ça dans un instant. Donc autant vous dire que j'ai eu l'occasion de bien profiter de l'intérieur de cette voiture. J'ai roulé pendant plus de 13 heures, presque 14 heures avec cette voiture. Donc j'en ai décortiqué les moindres recoins. Alors en termes de confort, de position de conduite, on l'a dit, on est très bien installé. On sent la voiture est bien campée sur ses 4 roues. Ça donne un sentiment qui est assez positif en termes de sécurité, c'est rassurant. L'espace à bord avec ici ce vide entre les deux sièges qui donne l'impression d'un bel espace et puis en même temps le côté technologique de cet écran qui fait penser à l'interface de Mercedes, c'est donc très positif. Ce double écran en fait ici au niveau du tableau de bord, écran instrument et écran d'infodivertissement. Bref, franchement, j'ai passé une excellente semaine à bord de cette voiture. Les reprises sont très bonnes, même avec cette version qui n'est pas la version haut de gamme en termes de motorisation. Avec 218 chevaux, il y a largement assez au quotidien, franchement. Et encore, hein, j'ai pas utilisé le mode sport. J'aurais pu utiliser le mode sport et avoir encore des accélérations plus fulgurantes. Mais déjà avec le mode normal, on s'en sort très bien. Et le mode éco est lui-même tout à fait utilisable. Le mode éco, c'est pas le mode escargot, quoi. Voilà, c'est tout à fait utilisable. Alors bien sûr, les réactions et les accélérations seront moins franches, mais c'est tout à fait utilisable au quotidien. Il est bon de le signaler également. Bref, bilan extrêmement positif. J'ai du mal à lui trouver des défauts. C'est chaque fois des petits défauts, hein, comme les boucles de ceinture à l'arrière qui ont tendance à cogner, etc. Voilà, il y a des petits défauts comme cela, mais il n'y a pas de gros défauts majeurs à bord de cette voiture. Elle est vraiment très très agréable au quotidien. Me voici arrêté pour vous parler consommation et autonomie réelle de cette voiture. Alors, je suis resté la plupart du temps en mode de conduite normale, avec une conduite en bon père de famille comme on dit, ce qui n'a pas empêché quelques accélérations pour se faire plaisir, pour dépasser, pour monter sur l'autoroute, etc. Il a fait plutôt froid cette semaine, en matinée 0 à 5 degrés, entre 5 et 10 degrés en journée, ça joue évidemment sur l'autonomie et la consommation. L'autonomie réelle de cette voiture, je vous la dévoile dans un instant dans mes conditions de circulation. En théorie, selon la norme WLTP, elle est capable de rouler, donc version 2 roues motrices avec les jantes de 20 pouces qui pénalisent pas mal la consommation. Eh bien, vous êtes sur une valeur de 451 km. Je pense qu'on est à 480 et quelques avec les jantes de 19 pouces. Donc la différence, elle est assez énorme. Et vous pouvez d'ailleurs, sans supplément, heureusement d'ailleurs, downsizer ou downgrader votre équipement en matière de jantes. Et si votre voiture est prévue avec des 20 pouces, eh bien, demandez des 19 pouces pour gagner en autonomie. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru 772 km précisément. Je suis resté 13h55 au volant de cette voiture. J'ai eu le temps de voir et de la décortiquer, je vous le disais. 24 kWh au 100, c'est ce que cette voiture a consommé en moyenne. 24,3 kWh au 100 pour être précis. Voilà, donc ça va faire que selon
ces conditions-ci de circulation, conditions donc hivernales, 0 à 5 degrés, pas plus de 10 degrés en journée, avec un parcours essentiellement autoroutier, on aura une consommation de 24,3 en moyenne, avec 60-70% même d'autoroute. Et on sait que cette voiture sur l'autoroute, c'est là où elle consomme le plus, comme toutes les voitures électriques, mais la différence entre nationale et route sur celle-ci est particulièrement grande. Je pense qu'on est aux alentours effectivement de 24 kWh sur autoroute avec celle-ci dans ces conditions-ci. Sur nationale, ça tombe à 20. Donc voilà, la différence elle est quand même assez énorme et quand on passe de nationale à autoroute, c'est pas mal, d'où l'intérêt sur autoroute de rouler peut-être à 110 plutôt qu'à 120 ou à 130 selon les limitations de vitesse en vigueur. Voilà, donc 24,3, ça donne aux environs de 300 km avec une batterie pleine, c'est-à-dire à peu près ce qui se fait en ce moment, selon la norme actuelle, on tourne aux alentours de 300 km, hors Tesla évidemment, mais pour le reste, dans ces conditions-ci de circulation, ce sera aux alentours de 300, et conditions plus estivales, on sera aux alentours de 350, peut-être un peu au-delà. Voilà. Alors c'est intéressant parce que la consommation en étant en hiver, elle est assez élevée. Qu'est-ce que ça donne par rapport à une voiture à moteur thermique? Est-ce que l'écart est toujours suffisamment grand pour justifier l'achat d'une voiture à moteur électrique et se dire qu'une voiture électrique consomme toujours moins qu'une voiture à moteur thermique? Eh bien, 24,3 kWh au 100. On va partir sur 24. 24 kWh au 100 à 20 centimes le kWh, ça va donner 4,8 € au 100 km, c'est-à-dire au tarif actuel de l'essence ou du diesel, moins de 3 litres. Moins de 3 litres au 100, c'est impossible évidemment, certainement dans une voiture qui propose des prestations comme celle-ci. Donc voilà, même en hiver où la consommation augmente sensiblement, même sur autoroute où en hiver la consommation explose encore plus, eh bien pourtant ça reste largement inférieur à la consommation d'une voiture à moteur thermique équivalente. Donc voilà, ça c'est pour le petit calcul, juste pour remettre les choses en perspective. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de cette Hyundai Ioniq 5 disponible en Belgique à partir de 47 499 € pour la finition de base, la finition Core avec la petite batterie et 2 roues motrices et jusqu'à 60 749 € pour la finition haut de gamme, c'est la finition Balance avec la grosse batterie en 4 roues motrices. 2 packs optionnels seulement sont proposés en Belgique et uniquement sur la version haut de gamme Balance en plus de la couleur métallisée et de la couleur spéciale Gravity Gold Matte. En France, les prix s'étendent de 43 600 € à 59 900 € et 3 niveaux de finition sont proposés. Intuitive, créative et exécutive. Notez qu'en Belgique, la pompe à chaleur est de série sur toutes les finitions. En France, c'est le cas uniquement sur les 2 finitions supérieures. Notez également qu'en France, seule la version haut de gamme donne accès aux 4 roues motrices. Alors, prix de la voiture d'essai que vous avez sous les yeux. Donc, c'est la grosse batterie en 2 roues motrices 218 chevaux haut de gamme avec le pack Solar qui comprend en Belgique le toit solaire, les connexions V2L, les sièges relaxants et la console centrale coulissante, entre autres, 58 749 €. Les options sont organisées de manière un petit peu différente en France et sur les autres marchés. Rendez-vous donc pour tout savoir, pour décortiquer l'équipement de série et les différentes options disponibles sur le configurateur en ligne de votre site Hyundai national. Notez que cette voiture, comme toutes les Hyundai, est garantie 5 ans, kilométrage illimité et ça aussi, ça peut jouer dans la balance. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, propose en Belgique des formules de leasing, de location longue durée accessibles aux professionnels et aux particuliers. Alors aux professionnels, ça existe depuis pas mal de temps, c'est le leasing opérationnel. Pour les particuliers, c'est plus récent, c'est le private lease et ça permet de bénéficier des avantages de cette formule tout compris, à savoir de ne pas avoir de surprise, peu importe ce que vous allez faire sur la voiture, les entretiens, changement de pneus, etc., l'assurance, tout est compris. Et donc il n'y a pas un mois où vous avez le budget qui va être mis à mal parce que vous allez devoir changer les pneus ou faire un gros entretien et ça c'est plutôt agréable. Votre budget voiture il reste le même du premier mois de location au dernier mois de location. Surfez donc sur arval.be pour découvrir les offres qui sont proposées et demandez une offre vous-même évidemment. Et puis si vous nous suivez depuis l'Hexagone, des formules tout aussi intéressantes bien qu'un petit peu différentes existent. Ça se passe là sur arval.fr. En conclusion, je peux vous l'avouer, si j'avais dû renoncer à acheter ma Polestar 2, si j'avais été français par exemple, là où Polestar n'est pas encore commercialisée, eh bien j'aurais pu craquer pour cette Hyundai Ioniq 5 tant elle est pétrie de qualité. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même suffisamment de qualité pour en faire une excellente voiture en 2021.
esthétiquement, tout d'abord, c'est très subjectif, mais je trouve que sa ligne, elle est vraiment réussie. Son intérieur dégage un bel esprit feel good, comme on dit, très enthousiasmant. Et puis sa technologie embarquée, et notamment en ce qui concerne la vitesse de recharge, est plus que convaincante. Malgré toutes ces qualités, quelques bémols tout de même, certains réglages qui ne restent pas en mémoire, réglage de basculement automatique des feux de route aux feux de croisement par exemple, faut chaque fois le remettre en fonction à chaque trajet, c'est un petit peu agaçant. L'absence d'essuie-glace à l'arrière qui est assez incompréhensible, et puis également quelques bruits parasites, les boucles de ceinture à l'arrière qui vont cogner contre la garniture intérieure, c'est un petit peu agaçant, il faut trouver un moyen de les caler, etc. Bon, ça aurait pu être réglé et détecté bien avant la commercialisation de la voiture. Globalement, cette Ioniq 5 est donc une excellente voiture qui, comme sa cousine, la Kia EV6, devrait donc plaire à un large public. Vous le savez maintenant, au-delà du fait de rejoindre Charging Station en vous abonnant et en cliquant sur la petite clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, vous pouvez devenir membre de Charging Station et pour moins d'€1 par mois, bénéficier d'une foule d'avantages. Parmi ces avantages, le fait de pouvoir visionner les essais dès qu'ils sont disponibles, sans attendre le dimanche à 18 h, et puis le fait de pouvoir bénéficier de mes conseils. En 3 ans maintenant, j'ai essayé plus de 60 voitures électriques ou hybrides rechargeables, et je peux donc vous donner un avis personnalisé, des conseils personnalisés en fonction de ce qui vous intéresse, de ce que vous aimez, de ce dont vous avez besoin et de votre budget également. Donc si vous voulez devenir membre de Charging Station, vous êtes quelques-uns à l'avoir déjà fait, merci pour la confiance, eh bien cliquez sur le bouton rejoindre et pour moins d'€1 par mois, eh bien vous bénéficiez d'une foule d'avantages en plus de soutenir la chaîne, ce pourquoi je vous remercie. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Je vous le disais tout à l'heure, la semaine prochaine pour le dernier essai de 2021, direction les États-Unis avec l'essai de la Tesla Model Y. Vous saurez tout de cette nouvelle star made in USA. Et puis 2022 approche, c'est dans quelques semaines. Les premiers essais de 2022, ce sera tout d'abord l'essai de la Volkswagen ID4 GTX, on a déjà essayé l'ID4, ce sera la version à 4 roues motrices GTX, et puis également chez BMW, toujours en Allemagne, BMW et l'OVNI actuel de chez BMW, la BMW iX, en attendant la BMW i4 qui arrivera, elle, quelques semaines plus tard. Autant de bonnes raisons donc de vous abonner à Charging Station, d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et puis vous le savez, possibilité également de devenir membre pour moins d'€1 par mois, de bénéficier d'une foule d'avantages et notamment d'une priorité en matière de visionnage des nouveaux essais électrisants. Merci de votre fidélité et à bientôt.